heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 h. Voici les principaux titres. Retour du président de la République donc du sommet de l'IGAD sur le Sud-Soudan qui s'est tenu hier à Addis Abeba. Et Union européenne migration, création des plateformes régionales de débarquement. Bonjour à tous, nous entamons ce journal avec cette information portant donc sur la participation du chef de l'État à un sommet des pays membres de l'IGAD spécialement consacré à la crise sud-soudanaise. Le président de la République donc a regagné la capitale hier soir après avoir participé au 32e sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'IGAD concernant le Sud-Soudan qui s'est tenu dans la capitale éthiopienne. À Addis Abeba, le numéro 1 djiboutien a été accueilli donc par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, avec lequel il a eu d'ailleurs un premier entretien. Les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères, ainsi que les voies et les moyens de les promouvoir et de les développer davantage, ont été évoqués donc au cours de ce tête-à-tête entre le président djiboutien et le Premier ministre éthiopien. Les discussions donc ont ensuite été étendues à l'état des partenariats stratégiques que les deux pays entretiennent dans la quasi-totalité des domaines. Durant ce sommet, une nouvelle tentative de réconciliation est ainsi lancée entre Salva Kiir et Riek Machar. Elle est censée mettre un terme à un sanglant conflit qui a entraîné des milliers de victimes civiles et jeté sur les routes de l'exode des milliers d'autres personnes souffrant de maladies et de malnutrition. Et le 32e sommet extraordinaire de l'IGAD s'est tenu donc hier dans la capitale éthiopienne. Ce sommet extraordinaire d'un jour de l'IGAD sur le Soudan du Sud a vu la participation du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, à l'instar de ses homologues chefs d'État et de gouvernement de la région. Alors quelles sont les différentes solutions ou stratégies mises en place donc dans ce conflit concernant le Sud-Soudan? Pour répondre à cette question, Hussein Alou est avec nous. Bonjour Hussein. Bonjour Ahmed. Alors qu'est-ce qui a été discuté durant ce sommet, Hussein? Donc avant tout Ahmed, ces sommets étaient donc est présidé par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui a dans son discours indiqué que le moment est venu donc de mettre fin au conflit et d'essayer de tourner vers l'intégration régionale. La nécessité de faire accepter l'arrêt des conflits par les deux principaux protagonistes de la crise du Soudan du Sud, en l'occurrence le président Salva Kiir et son ancien vice-président et opposant majeur Riek Machar constitue l'objectif le plus important visé par ces sommets de l'IGAD. La guerre fratricide qui règne en maître absolu au Soudan du Sud est source effroyable de dégradation généralisée dans ces pays, au spectacle insoutenable des victimes, des blessés et de déplacés dont la population civile de ces pays s'ajoute un lot tout aussi macabre de détresse, faillite, faites de famine et autres maladies ravageuses. L'économie de ce pays promise un temps à venir elle aussi donc en proie à la faillite, et c'est que sous le fait des hostilités permanentes, le Soudan du Sud ne peut se livrer à une exploitation efficiente de ces énormes richesses de pétrole, mais à en croire aux instances de l'IGAD où souffle un vent d'optimisme, la problématique du Soudan du Sud ne relèverait plus des désespoirs. L'organisation régionale entend capitaliser sur les marques et des disponibilités en faveur de la paix et de la réalisation d'une solution négociée d'enfants de plus en plus montrent le principal protagoniste de la crise sud-soudanaise. Mais encore donc l'IGAD projette de commuer en dynamique propice au retour d'une paix durable au Soudan du Sud. Le fait que le président Salva Kiir et son principal opposant Riek Machar aient accepté de se réunir ces jours-ci en amont à ces sommets à Addis Abeba afin de trouver un règlement pacifique à leurs différents politiques. Sous l'impulsion directe de son principal leader charismatique, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, le président de la République, concourt au rang des nations donc fortement engagées dans le processus visant à reconnecter le Soudan du Sud avec la paix et la concorde civile, aussi bien au sein de l'IGAD où elle fait office de pays fondateur qu'au sein de l'Union africaine, donc où elle est représentée jusque dans ses structures les plus influentes, en l'occurrence le Conseil de paix et sécurité. La voix de Djibouti est très écoutée. L'expertise inégalable qu'elle possède en matière de diligenter des processus de paix et de réconciliation lui vaut sans doute les écarts qui lui sont concédés dans les instances diplomatiques régionales, continentales et internationales. Merci Hussein. Dans l'actualité également, à l'occasion de l'approche de la fête nationale djiboutienne prévue le 27 juin, le comité exécutif du parti RPP a lancé les activités de Djibouti Ville Propre ce matin dans les différents quartiers de la capitale et les axes routiers principaux tels que l'avenue Cheikh Ahmed, l'avenue Nasser et la place Harbiya.
Le Premier ministre, également vice-président du parti RPP, Abdelkader Kamil Mohamed, a personnellement dirigé le lancement des travaux à la place Mahmoud Harbi en présence donc du secrétaire général du RPP, Ilyas Moussa Dawale, des membres du comité exécutif et de la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane. Cette place est importante pour la lutte pour l'indépendance. C'est aussi le quartier de naissance des nombreux Djiboutiens, dont le Premier ministre. Les responsables des différents quartiers de la capitale, donc les représentants des institutions militaires, dont les gardes-côtes et de la société civile, ont participé donc au lancement des activités Djibouti Ville Propre à la place Mahmoud Harbi. Les festivités de l'indépendance de Djibouti vont rassembler donc l'ensemble des Djiboutiens, toutes communautés confondues. Ce sera un moment important de joie, d'émotion pour se rappeler donc des sacrifices pour la lutte pour l'accession à la souveraineté nationale. Les membres du comité exécutif du RPP, dont le secrétaire général Ilyas Moussa Dawale et Hassan Omar, sont intervenus donc lors du lancement des activités Djibouti Ville Propre pour lancer un appel à l'ensemble de la population djiboutienne. Et le Premier ministre et vice-président du parti RPP, Abdelkader Kamil Mohamed, était donc émotive pour le lancement du programme Djibouti Ville Propre à la place Mahmoud Harbi, un quartier où il a passé toute son enfance. Il a précisé que la propreté de la capitale concerne l'ensemble de la population djiboutienne qui doit apporter sa participation, ainsi que les différentes institutions et la société civile. Les militants du parti seront tous mobilisés, a-t-il dit, pour participer aux efforts afin que la ville retrouve toute sa splendeur pour célébrer cette fête nationale. Il a demandé à la population des quartiers de participer également aux efforts de Djibouti Ville Propre pour célébrer dignement le 41e anniversaire de l'indépendance, qui sera un moment de souvenir pour se rappeler de tout le sacrifice consenti par les patriotes djiboutiens. Il a ajouté que le parti donc va continuer ses efforts pour améliorer l'environnement de la capitale, même après les fêtes de l'indépendance. Les jeunes militants du parti donc RPP sont déjà volontaires pour participer à ces efforts et à profiter donc de l'occasion pour souhaiter une bonne fête de l'indépendance à l'ensemble de la communauté djiboutienne. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens, Warf Moumin Hassan Barre, a clôturé aujourd'hui au Palais du Peuple les travaux de l'atelier de formation sur la mise en œuvre de la Convention de sauvegarde de notre patrimoine culturel immatériel. Cet atelier intervient après la réussite de la mission conduite par le ministre à Paris lors de la tenue de la 7e Assemblée Générale de la Convention de 2003 et l'élection de notre pays membre du comité intergouvernemental de l'UNESCO. Les travaux de cet atelier ont été animés par la conseillère régionale du bureau, Caroline Montey, et le consultant international Mohamed Lemine. Le programme comprenait donc les différents aspects du patrimoine et donc ont assisté à cette cérémonie les hauts responsables du ministère de la Culture, dont le secrétaire général, le conseiller technique, le directeur de la culture. Et les participants ont félicité le ministre pour cette initiative louable. Les participants donc ont félicité le ministre en formulant des recommandations qui serviront de repères pour aiguiller l'action culturelle et concrétiser les objectifs de la dite convention. Le ministre, donc, en prenant la parole, a tout d'abord félicité les participants pour leur intérêt qu'ils ont accordé donc au programme de formation sur la convention. Il a salué également l'implication personnelle de l'expert international Mohamed Lamine et donc il n'a pas ménagé ses efforts quant à l'exploration de l'étendue du champ d'action de la Convention et les résultats attendus. Et à présent, je vous propose de suivre les interventions des différents responsables présents à cette cérémonie. Je suis très content d'avoir participé à la réalisation de cet atelier qui est très important pour votre pays et pour vos communautés. Il s'agit essentiellement de mettre en valeur le patrimoine immatériel de la société, des communautés de votre pays, et de faire prendre conscience que le patrimoine matériel est lié aux personnes. Donc si les personnes sont mobilisées et sensibilisées, vous allez avoir la possibilité de bien sauvegarder le patrimoine de votre pays qui est la fierté de vos citoyens. Je vous remercie encore de l'accueil très 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 chaleureux. Et je suis très content, je ne suis pas dépaysé, je viens de la Mauritanie, donc je suis chez moi. Et concernant la rubrique de l'indépendance nationale de notre 41e anniversaire, nous sommes aujourd'hui donc à J-4 du 41e anniversaire de l'indépendance dans notre chronique consacrée aux dates de lutte pour cette indépendance. Nous allons jeter un regard sur les effets du cycle de répression lancé par les autorités coloniales françaises. L'effet donc à long terme se solde par un résultat négatif. En effet, contrairement aux espoirs du colonisateur qui espérait étouffer ainsi donc les aspirations de liberté et
d'indépendance. C'est le contraire qui s'est produit. Quelle sera la réponse du peuple djiboutien et des politiques à ce règne de la terreur? C'est le thème donc de notre rubrique d'aujourd'hui sur cette marche pour la libération du pays. Durant ce long chemin, le décès donc de Mahmoud Harbi, survenu en exil dans un accident d'avion, ne brisera pas le mouvement. Désormais, principalement deux politiques vont faire leur cours, celle de la lutte armée prônée par le FLCS, créé par Aden Roble Awale et basé en Somalie, et le vaste mouvement politique LPAI mené par Al-Hadi Hassan Goulet Abtidon et le défunt Ahmadine Ahmed, qui va réussir donc à rallier en son sein toutes les tendances politiques et briser le clivage politico-ethnique de la vie politique de l'époque et triompher de la colonisation. Deux politiques complémentaires et qui vont porter leurs fruits. Aujourd'hui, flashback donc sur les actions du FLCS. À la terreur, il faut répondre par la terreur, ce qui semble donc être en tout cas la doctrine du FLCS au début des années 70. Et le Front de libération de la côte de Somalie lance donc ses premières opérations le 6 mai 1968 qui ont pour objectif de déstabiliser les partisans de la colonisation. Il s'agit donc du premier attentat politique dans le pays et qui visait un haut dignitaire de l'État et partisan donc du colonialisme. Les auteurs de l'attentat au nombre de 4 seront arrêtés. 2 d'entre eux donc sont emprisonnés en France alors que les 2 autres sont envoyés dans la maison d'arrêt de Tadjoura où ils organisent donc leur évasion en prenant en otage le 7 avril 1971 le commandant de cercle de Tadjoura ou le préfet donc de l'époque pour traverser le pays jusqu'à Loïada et rejoindre donc le FLCS en Somalie. L'une des actions donc les plus retentissantes du FLCS fut la prise d'otage d'un bus scolaire de l'armée française à Loïada. Un commando donc du FLCS détourne un bus scolaire et le conduit jusqu'à la frontière à Loïada. Le car sera stationné dans le No Man's Land, après quoi le FLCS donc va présenter ses revendications, mais après 48 heures, l'assaut sera donné par les forces coloniales, ce qui soldera donc par de nombreuses victimes. Ces actions auront donc eu le mérite de démontrer en tout cas aux forces d'occupation coloniale et à leurs partisans que le peuple djiboutien comptait donc en son sein des hommes et des femmes prêts à se sacrifier pour donc leur pays, leur dignité et surtout leur volonté de liberté donc et de souveraineté. Leurs sacrifices n'ont pas été vains, nous leur sommes redevables donc à tout jamais. Et donc dans cette optique donc de célébration du 41e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale, la radio-télévision de Djibouti a organisé donc hier soir des émissions en direct dans le cadre donc de ces festivités, une soirée d'animation consacrée à l'indépendance du pays. La première de ces émissions a été diffusée à partir de la place Lagarde en face de l'Assemblée nationale au lieu de l'histoire de la libération de notre pays. En effet donc c'est sur place que nombreux de nos concitoyens sont tombés sous les balles des colons pour avoir affiché leur ferme volonté d'indépendance. C'est là également que fut proclamé le 27 juin 1977 à 0h l'indépendance du pays par feu Ahmadine Ahmed. C'est devenu également après l'indépendance un lieu qui affiche la prospérité de notre pays, autrement dit la place financière où sont regroupées la quasi-totalité des banques de notre pays. Durant cette semaine, outre les rubriques de nos journaux télévisés, des émissions similaires donc vous seront présentées, des émissions, une soirée animée par Mohamed Daher et Youssouf Abdallah. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre du lancement des opérations au nouveau port de Tadjoura, les autorités des ports de Djibouti donc ont réceptionné ce matin un nouveau remorqueur dans l'enceinte du port de Djibouti. Le nouveau remorqueur donc du nom de l'ancien Premier ministre Feu Berhad Gourad Hamadou sera affecté en permanence au port de Tadjoura où le premier bateau est attendu le 25 juin prochain. D'une longueur de plus de 24 mètres et d'une capacité de puissance de traction allant de 68,7 tonnes, le nouveau remorqueur permettra le chargement des marchandises des bateaux qui vont accoster donc au nouveau port de Tadjoura. Il a été construit en Hollande suite à un contrat entre notre pays et la société hollandaise en 2017. Le nouveau remorqueur destiné donc à Tadjoura est doté de technologies modernes et offre tous les conforts de travail de déchargement des bateaux. Entrée donc au nouveau port de Tadjoura.
Et de là, donc, nous passons à l'actualité internationale avec Hussein Aouled. Alors, Hussein, la Grèce prête donc à se passer d'aide financière internationale. Oui, donc effectivement, Ahmed, et l'Union européenne a validé hier soir la fin du troisième et dernier plan de soutien financier de la Grèce, un événement qualifié un peu vite et d'historique. Le ministre des Finances de la zone euro ont présenté à cette occasion le détail du programme qui doit permettre à Athènes de voler de ses propres ailes financières à partir du mois d'août. À Bruxelles, l'événement est qualifié d'historique. Il met fin à plus longue période dans l'histoire de l'UE des mises sous tutelle financière d'un pays. La Grèce est le dernier des 3 pays européens sauvés de la faillite à couper donc les robinets en financement internationaux. L'Irlande et le Portugal ont déjà trouvé le schéma des marchés financiers respectivement en 2013 et 2017 et le redressement économique a été donc qualifié des réussites par l'UE. Bruxelles tente à présent donc de présenter la situation grecque sous le meilleur jour économique possible. Et en France, c'est une victoire pour les cheminots qui étaient en grève. Effectivement, donc la justice française a condamné donc la SNCF à payer donc les jours de repos des cheminots grévistes. La compagnie ferroviaire qui a fait appel à cette décision a également donc été condamnée à verser 10 000 € de dommages et intérêts à chacune des organisations syndicales qui poursuivaient les groupes. Suite à un mouvement social de cheminots entamé il y a 3 mois, les SNCF avaient décidé de retenir sur les fiches de paie non seulement des jours de grève, mais aussi des jours de repos. Malgré donc l'adoption de la réforme ferroviaire, la mobilisation s'est poursuivie donc pour le 33e jour de grève et aujourd'hui la SNCF annonce toutefois un trafic moins perturbé avec 9 TGV sur 10 et 4 trains internationaux sur 5. Et enfin, nous allons parler de sport. C'est de la Coupe du Monde 2018 en Russie. La Croatie se qualifie en humiliant une Argentine en grand danger. Oui, effectivement, donc l'Argentine de Lionel Messi a été complètement donc dépassée par la Croatie qui valide là son billet pour le 8e. Déjà tenu en échec par l'Islande, l'Aspi Céleste voit ses chances de qualification compromises. C'est une véritable claque car ici l'Argentine hier soir face à la Croatie, Lionel Messi et ses coéquipiers ont été sèchement donc battus sur les scores de 3-0 et voient leur chance de se qualifier pour le 8e des finales s'éloigner. La Croatie, déjà donc vainqueur contre le Nigeria, a en revanche déjà validé son billet pour le prochain tour. Donc le gardien argentin donc Capayero, coupable d'une grossière donc erreur sur une relance en seconde période, a offert aux Croates un premier but en voulant relancer un ballon anodin donc vers son défenseur Marquedao. Donc le portier de Chelsea donc Ahmed a complètement raté donc sa passe lobée, donnant à Ante Rebic une opportunité unique donc d'ouvrir les scores. Merci Hussein pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce journal. Restez avec nous, le programme continue sur Téléjournée.